Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force, actualité crypto numéro 66. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vous remercie tous au passage, hein, j'en profite encore une fois parce que c'est vrai que là on est pas mal sur la chaîne, on commence à former une bonne petite communauté, quels que soient les sujets. Donc vraiment c'est très sympa les amis, je vous en remercie pour les likes, les commentaires, les abonnés. Enfin voilà, donc c'est vraiment sympa là, ce qu'on est en train de créer tous ensemble. Et donc, écoutez, aujourd'hui, on va parler comme d'habitude des projets en premier lieu dans la vidéo. Alors, j'ai parlé du Bitcoin plus précisément en premier, avec ensuite LeviChain, puis Ecomi et VV Digital Collectibles. Donc, vraiment spécial focus aujourd'hui sur ces deux projets et la monnaie numérique qu'est le Bitcoin. Et ensuite, comme d'habitude, on passera aux actualités crypto, donc plus générales, des choses intéressantes à dire, mais également économiques, où on voit que, bon, c'est en train de péter le feu dans tous les sens, là, sur les marchés boursiers, tout confondu, hein. Enfin, en tout cas, au niveau occidental, ça c'est évident. Donc, on va parler un peu de tout ça, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Voilà, bon, écoutez, c'est parti les amis, hein. Je vous invite à prendre un petit café, un sandwich, à vous caler confortablement, et puis c'est parti. Donc on va commencer par le Bitcoin et avec donc l'habituel tweet de BitMEX Research qui est actualisé aujourd'hui, non pardon, hier au 8 mars 2024 comme c'est indiqué dans leur tweet. Et donc la particularité c'est que là nous avons atteint quasiment le seuil symbolique des 10 milliards de dollars investis en fait dans les ETF Bitcoin Spot. Totalement une énormité dans un laps de temps aussi court. Ça, c'est incroyable. Et donc, on voit que là, par exemple, au 8 mars 2024, on voit que BlackRock pardon, reste le leader dans les flux nets entrants sur les ETF Bitcoin Spot avec 336 millions de dollars. Vraiment une énormité. Et on voit que derrière, les concurrents sont totalement à la traîne, voire à la ramasse, notamment avec le Grayscale GBTC de Grayscale qui lui continue à se faire totalement enfler, puisque là on a encore des pertes de 302 millions de dollars sur rien que sur une journée pour Grayscale, pour le profit de BlackRock. Donc on voit que là, il se passe vraiment quelque chose au niveau des ETF Bitcoin Spot, c'est que plus le temps passe et on voit que les flux vraiment sont captés de plus en plus par deux entités, c'est-à-dire BlackRock et Fidelity. Et il y avait Bitwise dans la course durant un temps, comme on peut le voir sur l'historique des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Mais là, on voit par exemple que le 8 mars, ils ont à peine décollé à 8 millions de dollars, ce qui est vraiment ridicule comparé aux autres montants. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, où il y a deux leaders d'État qui sont en train de capter carrément le monopole des ETF Bitcoin Spot. Et on voit même par exemple que WisdomTree, qui est plutôt connu normalement, enfin dans le milieu, sont totalement largués. C'est-à-dire qu'ils ont un total d'à peine 44 milliards, ou finalement 44 millions même de dollars sur les flux entrants dans leur bague de ETF Bitcoin Spot, ce qui est ridicule comparé à la valeur totale, capital total de WisdomTree à la base. Voilà, donc on voit que BlackRock, avec ses 10 000, donc ses 10 milliards à eux tout seuls, sont en train de défoncer carrément le marché des ETF Bitcoin Spot. Voilà, donc c'est plutôt intéressant et on voit en fait qu'au fur et à mesure du temps, les flux entrants ne se tarissent pas, au contraire. Ils ont en tube bien évidemment, mais on voit que l'intérêt global reste là et va peut-être même s'accentuer parce que je rappelle que là, c'est sur le marché surtout américain pour l'instant, puisque les ETF Bitcoin Spot sont légalisés plutôt aux États-Unis, là, avec BlackRock, etc. Mais on a vu la semaine dernière, je vous l'ai dit, que les ETF Bitcoin Spot étaient désormais, pour BlackRock en tout cas, ouverts désormais au marché brésilien. Et ça va être le cas de plus en plus sur le marché international, puisque l'intérêt en tout cas de tous ces gestionnaires d'actifs, ça va être de mettre en place leur bague d'ETF Bitcoin Spot sur le marché international. Donc là, les flux que nous voyons là, qui sont déjà phénoménaux sur le niveau des chiffres et sur la durée, parce que je rappelle que ça, c'est en l'espace de 2 mois à peine, quasiment, on a des records qui n'ont jamais été atteints, pour des ETF en tout cas. Donc, quand on sait que le marché est en plus localisé pour l'instant, on n'imagine même pas ce que ça va être quand tout va être internationalisé sur l'ensemble des ETF Bitcoin Spot.
Voilà, donc c'est plutôt prometteur là-dessus, hein, bien évidemment, et forcément, il y aura de plus en plus d'impact sur les prix du Bitcoin, hein, c'est une évidence, j'en avais parlé de toute façon dans la dernière vidéo, la semaine dernière. Allez, on continue, donc toujours sur le Bitcoin, hein, avec cette fois, je vous montre des petits articles comme d'habitude, donc un article du journal du coin.com, les ETF Bitcoin vont écraser le SP500, selon Michael Saylor et son pari gagnant à 13 milliards. Ça date du 8 mars en 2024, donc d'hier. Totalement d'accord personnellement avec la vision de Michael Saylor, parce qu'en fait c'est déjà le cas, hein, quasiment. C'est-à-dire que le Bitcoin, en termes de... Alors je parle pas en termes de valeur, hein, pour l'instant, bien évidemment, le S&P 500 est toujours bien plus élevé que le Bitcoin, on est d'accord, mais dans la, par exemple, dynamique, si on prend le volume par rapport au temps, le Bitcoin a tout explosé sur son passage depuis sa création. Donc on voit qu'il a fait, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais il a fait plusieurs milliers de pourcentages de hausse, hein, ce qui dans le marché boursier n'existe pas. C'est-à-dire même Nvidia qui a explosé dernièrement, qui a fait des records, ça reste exceptionnel pour un marché boursier, pour une entreprise. Voilà. Donc le Bitcoin, en seulement 10 ans, il a explosé en fait absolument tous les records d'actifs. Et je ne parle même pas de l'or, par exemple, qui est pourtant la valeur refuge. L'or, hein, avant d'en arriver à sa capitalisation boursière telle qu'il la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 10 trillions de dollars, il s'est passé plusieurs dizaines d'années, voire même, après j'ai envie de vous dire, centaines d'années, hein, pour en arriver là. Alors que le Bitcoin, en 10 ans, il a tout explosé. Bon, donc, si on continue dans le temps, effectivement, le Bitcoin va peut-être même destiné à dépasser le S&P 500 et toutes les catégories d'actifs, tout confondu. Donc on voit que tout est en train de s'emballer, hein, pour ces bull runs et le Bitcoin surtout, ben, ça s'explique. Est-ce que c'est temporaire? Bien non, parce qu'on le voit un article de Coin Tribune où le Bitcoin explose en Égypte et devient un refuge contre la dévaluation monétaire. Donc c'est vrai que là, cette semaine, on a eu pas mal d'informations sur malheureusement, hein, le cas de l'Égypte où leur monnaie fiat s'est totalement fait exploser par rapport au dollar. Ils ont perdu 30% par rapport au dollar. Donc seulement en quelques jours. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'Égypte est en train de passer dans une crise économique donc majeure, hein. C'est déjà en crise économique à la base, mais là, c'est en train vraiment de s'accélérer, donc malheureusement pour eux, hein. Et tout ça se répercute bien forcément sur leur monnaie fiat par rapport au dollar et donc sur l'hyperinflation que c'est ça la finalité, hein, d'une crise économique dans un pays, c'est que les citoyens égyptiens connaissent désormais l'hyperinflation et donc bah, cherchent à trouver un frein, c'est-à-dire un refuge par rapport à cette hyperinflation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Bitcoin explose en Égypte, a atteint également un nouvel ATH en termes de valeur par rapport à la monnaie fiat égyptienne, mais surtout en termes de volume, puisque les Égyptiens ont compris, ils font comme les Vénézuéliens, ils font comme les Iraniens, ils font comme tous les citoyens des pays qui sont en crise économique majeure avec une hyperinflation, ils se réfugient dans les crypto-monnaies pour justement échapper à l'hyperinflation. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que c'est systématique quasiment, c'est même plus exceptionnel dans ce niveau-là. Ça devient vraiment une normalité que de se réfugier même plus forcément dans l'or et dans l'argent en termes de valeur refuge, mais maintenant c'est le Bitcoin. Voilà, ça devient la normalité et donc la valeur refuge de plus en plus par excellence sur ce plan-là. Bon, donc je continue cette fois avec un autre article de Coin Telegraph. Donc l'article de Coin Telegraph, il est là. Donc la SEC repousse sa décision concernant la négociation d'options sur les ETF Bitcoin au comptant. Donc là, on voit que ça y est, on a ouvert maintenant le marché du Bitcoin aux ETF, donc spot. Et désormais, on parle déjà d'élargir encore plus les outils de trading en fait, hein, possibles sur ces actifs pour eh bien, étoffer désormais le marché en fait du Bitcoin en termes de trading sur les futurs, les dérivés, etc. Voilà. Donc là, on voit que on est vraiment au tout début, malgré déjà l'explosion que c'est et l'engouement qu'il y a en plus sur le Bitcoin, nous n'en sommes qu'au début au final, puisque le Bitcoin n'est encore ouvert qu'à une petite partie, déjà au niveau local, on l'a vu, hein, aux États-Unis, sur les ETF Bitcoin Spot, mais en plus, il est ouvert surtout sur bien, uniquement l'aspect de ETF Bitcoin Spot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'actifs, d'outils plus généraux là-dessus. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe.
et de voir que, eh bien, petit à petit, les institutionnels sont en train de considérer en fait le Bitcoin comme n'importe quelle autre classe d'actifs, ressources, soit dans le monde. Et ça, c'est vraiment, on trouve le fait que le Bitcoin est devenu légitime désormais, hein, c'est sûr, par rapport aux institutionnels. Pas étonnant vu le pognon, hein, désolé la vulgarité, qui sont en train de se faire sur le dos du Bitcoin pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Bon, allez, je continue. Donc, j'ai passé cette fois au prochain projet, c'est-à-dire donc le VeChain. Et première information, donc regardez, c'est assez étonnant de le voir déjà. Donc, j'avais déjà parlé la semaine dernière, vous savez, du partenariat de marketing qu'il y a entre la fondation VeChain et également l'UFC de l'autre côté. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a l'annonce marketing, hein, bien évidemment, de Manon the Beast Fioro, donc, qui est apparemment donc la nouvelle ambassadrice de VeChain officielle, mais pour la France. Donc on voit désormais qu'on a de plus en plus effectivement le VeChain qui simplement s'intéresse notamment à l'Europe et même à la France, puisqu'ils ont même débauché, eh bien, une nouvelle ambassadrice, donc qui fait partie de l'UFC, bien évidemment. Voilà, donc Manon Fioro. Ensuite, je continue au niveau des informations pour VeChain avec une petite vidéo et donc un tweet officiel, hein, de la fondation VeChain pour expliquer justement un petit peu mieux leur vision des choses avec donc le nouvel outil de VBetterDAO qu'ils ont mis en place donc la semaine dernière. Et donc ils rappellent que l'objectif principal de VeChain, c'est de faire en sorte d'attirer donc les personnes, de les éduquer, de les sensibiliser en utilisant la gamification. Et donc, c'est tout l'enjeu de leur plateforme qu'ils ont sorti, donc VBetterDAO, avec leur système de dApps intégré pour, en échange d'actions et d'utilisation des utilisateurs sur cette plateforme-là en utilisant les dApps de VBetterDAO, enfin les futurs dApps, il n'y en a pas encore de masse, hein, faut le dire. Mais en tout cas, dans le futur, ils prévoient que ces gens-là, eh bien, en échange de crypto-monnaies, fassent des actions qui allient traçabilité, mais également plusieurs choses, parce qu'ils expliquent également dans leur thread, hein, que tout ça est basé sur des business models pour incorporer donc la gamification au niveau des entreprises et au niveau également des particuliers. Et là, ils mettent par exemple donc un cas typique, un exemple. Imaginez donc offrir des coupons gratuits pour Netflix en échange en fait de récompenses liées à vos actions de traçabilité. Voilà. Et donc, ce système, permettrait de rendre la traçabilité plus accessible et plus tangible en termes de bénéfices pour ceux qui font face à des challenges immédiats. Donc, ils veulent vraiment, quelque part, mettre en place un système qui n'a jamais été fait auparavant ou qu'on connaît que en termes local, c'est-à-dire les codes promotion, enfin ce genre de système-là, faut vraiment aller chercher, hein, quelque part pour essayer d'avoir ce genre de discount, entre guillemets. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment mettre en place en fait une plateforme, un écosystème où ça deviendrait quasiment la norme. Si on en croit ça, et à travers derrière des actions liées à l'écologie, enfin ce genre de choses. Bon, donc c'est plutôt intéressant leur vision, et c'est vrai que ça attaque à un marché, bien évidemment, qui est très solide. Et donc là où ça devient intéressant également, c'est parce que on peut se dire, bon, c'est bien joli tout ça de créer une plateforme VBetterDAO pour un monde meilleur, parce que voilà, on va, en échange de l'utilisation d'actions machin, on va gagner des cryptos, ok. Mais moi, personnellement, je me dis, je donne un exemple, hein, comme ça. Mais si j'ai pas envie d'y aller, si j'ai la flemme, qu'est-ce qui va me pousser? Même si j'ai pas besoin de gagner la crypto, si j'aime pas la crypto, par exemple, qu'est-ce qui va me pousser à aller sur ce genre de plateforme, de dApps, pour ensuite gagner de la crypto, alors que je n'aime pas la crypto? Je m'en fous, hein, entre guillemets. Et donc là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que VeChain a l'air d'avoir prévu le coup, et donc, avec ce tweet-là, ils sont en train, et leur partenariat, rappelez-vous, avec l'entreprise EasyA, et leur hackathon qu'ils ont mis en place, donc l'année dernière notamment, qu'on se demandait pourquoi ils faisaient ça réellement, eh bien, non seulement ils ont fait pour mettre en place un écosystème donc lié à leur plateforme VORJ, vous savez, de nos codes, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais également, maintenant on a compris, c'est pour quelque part préparer le lancement de leur plateforme VBetterDAO. Et c'est tellement bien pensé que là, ils ont attiré à travers ces hackathons, ces challenges pour créer des dApps,
120 700 donc, personnes, et même pire que ça, plutôt des développeurs ou des personnes qui ont envie, qui ont des idées de créer des dApps, avec en plus un système où il n'y a pas forcément besoin d'avoir du codage. C'est là où vraiment ils font très fort VeChain, c'est que là, ils ont mis tout en place pour faciliter la création de dApps sans avoir besoin nécessairement de compétences de codage. Enfin bref, vraiment, là-dessus, ils ont vraiment été très forts, par contre. Et donc, avec ce cadre-là, donc, il parle bien du X2Earn Challenge, et donc, effectivement, 120 000 constructeurs, c'est énorme, hein, parce qu'on imagine derrière que il y aura un nombre très conséquent de dApps qui pourront sortir sur la plateforme VBetter DAO, donc par ricochet. Et ils vont encore plus loin, ils ne s'arrêtent pas là. Là, c'est que le début, en fait, puisque derrière, ils indiquent qu'ils ont désormais proposé à l'université et aux étudiants de Cambridge de participer, de construire des dApps en échange de récompenses aussi en mode X2Earn, mais surtout, ils doivent construire des dApps en mode X2Earn, eux aussi. Pour le VBetter DAO, là c'est très clair, c'est pour le VBetter DAO. Et ils disent que c'est un hackathon qui sera, et un événement qui sera co-dirigé, co-managé par Boston Consulting Group, c'est-à-dire le partenaire officiel de la fondation VeChain. Donc on voit que là, tout est en train, les puzzles sont en train vraiment de s'emboîter les uns sur les autres, on est en train, nous en tout cas, de comprendre leur stratégie, pourquoi ils ont fait ça à la base, et donc là on est en train de récolter un petit peu, en tout cas eux, sont en train de récolter les lauriers de ce qu'ils ont mis en place. Mais après, maintenant on va attendre de voir le résultat final, c'est-à-dire la présence, on espère, d'une multitude possible, le plus grand nombre possible de dApps, avec la qualité au rendez-vous bien évidemment, pour voir justement derrière si on ne sont pas en train quelque part de créer même un équivalent à l'Apple Store, Play Store. Alors bien sûr, on sera très loin de ce stade-là, parce qu'il y a des milliers d'applications sur l'Apple Play Store, mais déjà c'est un petit début, et pourquoi pas s'il continue à attirer de plus en plus de monde, comme ce sera la première plateforme de dApps où il y a le web 3.0, donc forcément il y a la blockchain, mais également la traçabilité au X2Earn, etc. Je ne serais pas étonné que dans plusieurs années, bien évidemment, ça ne va pas se faire en quelques mois, eh bien on puisse parler du VBetter DAO comme une autre plateforme autant poids lourd que le Play Store et l'Apple Store. Pourquoi pas? Bien sûr, je ne connais pas le boule de cristal, je rappelle. Je rappelle également que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, très important. Tout ce que je dis, c'est informatif et vous devez faire vos propres recherches de votre côté, bien évidemment, parce que je n'ai pas la science infuse. Très important. Voilà. Donc, en tout cas, on voit que c'est très intéressant ce qui se passe avec le VeChain. Et donc là, j'ai encore une information à vous passer. Là aussi, qui confirme aussi leur logique, quand on se met à leur place, leur vision. Et là, ils parlent de qu'est-ce que c'est vraiment la traçabilité. Donc donc là, j'ai une petite vidéo, je vous remontre, où vous avez donc Sunny Lu, le PDG de la fondation VeChain, qui parle justement de qu'est-ce que c'est selon lui la traçabilité. Donc, pour ça que lui, il dit en fait, on va prendre du recul, et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du changement climatique. Mais ce n'est pas que ça, en fait, la traçabilité. La traçabilité, c'est surtout un mélange de économie, pourquoi pas changement climatique, mais également de finances inclusives, des systèmes de finances. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Donc en fait, la traçabilité, c'est quelque part un concept qui peut effectivement se mettre en place avec le Web 3.0. Donc en gros, donc là, en plus il parle vite, je ne peux pas plus tout traduire, mais grosso modo, l'idée de Sunny Lu, c'est de dire que la traçabilité, c'est vraiment un mélange de trois caractéristiques principales, primordiales, selon la vision de VeChain, bien évidemment. Donc, c'est de se baser sur trois secteurs, l'environnement, l'économie et le social. Et c'est vrai que, avec ces trois cadres-là, ils ont pris en compte à peu près tous les pans, de près ou de loin de notre société, parce que tout est lié, on parlait de l'économie. L'économie, c'est de la base de tout, le social, c'est la base de tout, et l'environnement, je dirais, c'est ce qui vient encadrer le tout, c'est que si vous avez un mauvais environnement, vous pouvez avoir une belle économie et un social parfait, si l'environnement n'est pas bon, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est peut-être les trois piliers au final de ce qui fait
notre civilisation aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que eux, ils travaillent là-dessus. Bon. Donc en fait, ils visent effectivement à changer notre société, notre civilisation, et on l'espère pour le mieux. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que leur plateforme s'appelle VBetterDAO, ça veut dire une meilleure décentralisation. Voilà. Donc tout se compile au final, hein. On comprend mieux leur vision. Bon les amis, bon écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment en commentaire. Mais à mon sens, et là je dis bien à mon sens, hein, VeChain vraiment continue sur sa route. C'est vrai qu'on avait été, moi j'étais un peu déçu à la base du lancement de VBetterDAO, de leur annonce surtout. Mais ça a été une erreur. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo, vraiment marketing, communication. Alors, franchement, ils ont fait n'importe quoi sur l'annonce. Mais derrière, en fait, c'est vraiment du lourd, hein. C'est pas se cacher. Parce qu'ils sont en train de créer quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est peut-être risqué, hein, peut-être ça marchera pas du tout. Mais si ça marche, il y a des chances que VeChain, en plus des avantages qu'ils offrent déjà sur le reste au niveau industriel, peut vraiment se démarquer au niveau des projets Web3 et pourquoi pas devenir le leader au final de ce qui est les solutions apportées au monde réel avec tous les avantages de la blockchain et du Web 3.0. Je ne serais pas étonné, mais après ça va prendre des années, hein, bien évidemment, faut pas rêver. Bon, allez, je continue avec prochain projet, cette fois VV Digital Collectibles. Donc là, on a également des annonces intéressantes sur le plan marketing, communication. Donc on voit que là, les projets commencent peut-être en tout cas VeChain et VV Digital Collectibles, à jouer vraiment sur la communication marketing. Il y a un sujet là-dessus. En tout cas, surtout pour VV Digital Collectibles qui, eux, n'ont jamais fait de marketing quasiment depuis la création de leur projet. Voilà, ça fait quelques années déjà. Là, c'est un point d'ailleurs très négatif, hein, qu'on pourrait leur accorder, parce que une entreprise, elle peut faire le meilleur produit que vous voulez, si elle fait pas de marketing, si personne ne connaît leur produit, personne n'achètera. Donc là, ça y est, on voit que VV Digital Collectible a l'air d'avoir mis le paquet sur le marketing, puisqu'ils annoncent un nouveau partenariat. En fait, ils deviennent le sponsor de Joseph Parker, hein, c'est un athlète plutôt connu, notamment en Australie, puisque c'est un boxeur professionnel catégorie poids lourd. Et donc, ça y est, il a 372 000 followers sur son Twitter. Et ça y est, il est backup désormais par VV et commence à faire la promotion de VV Digital Collectible. Donc là, on commence à rentrer dans l'ère, on voit en 2024, dans la feuille de route communication marketing pour VV Digital Collectibles. Et il était temps, hein, parce qu'on va voir les chiffres après. Mais en tout cas, au niveau des drops, on voit que du coup, accompagné de cette annonce marketing, on a effectivement les gants du champion, hein, en fait, du boxeur professionnel en tout cas, mais qui est champion également en plus, qui viennent sous forme de collectibles digitaux 3D, en tout cas dans un premier temps, et pourquoi pas, on l'espère peut-être après, qu'il y aura des gants en mode physique, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, voilà, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est les premiers collectibles au niveau du sport qui sortent sur l'application VV. Donc là, on entre dans une nouvelle étape, je pense, dans un nouveau secteur, et plus seulement dans l'aspect licence qu'on a connu comme Marvel, DC Comics, etc. Là, on entre encore dans un autre niveau qui, lui aussi, à lui seul, hein, je rappelle, est un marché de plusieurs trillions de dollars, hein, au niveau mondial. Donc c'est assez intéressant là ce qu'est en train de faire VV, c'est pour ça que je vous montre un peu le tout. Après je vous montre un autre drop, donc effectivement là on a Kung Fu Panda 4, désolé, hein, mais ça me fait rire déjà quand je vois ça, qui sort bientôt, donc fin mars il me semble. Et donc pour accompagner cela, on a VV qui avait effectivement fait un partenariat avec le studio, donc c'est Pixar, hein, studio, derrière le film, avec du coup un Kung Fu Panda qui est en version animée, donc un pot en version animée. Bon, voilà. Donc pourquoi pas. Mais on voit en tout cas que c'est intéressant parce que là on a de plus en plus, hein, des collectibles 3D avec une qualité quand même au rendez-vous, hein, on le voit, on se croirait vraiment dans le film d'animation là quand on voit l'animation du collectible. Assez phénoménal. Et donc ça sort, ça sort. Ben, je ne sais pas quand ça sort. Ça va sortir dans les semaines qui viennent. Bon, voilà, en tout cas on annonce la couleur. Ensuite, maintenant on va passer aux statistiques. C'est vrai que j'avais pas montré de statistiques la semaine dernière, il n'y avait pas trop besoin, mais là ça va être intéressant d'analyser parce que je voulais voir l'impact de leur marketing sur
notamment leurs statistiques, notamment d'activité, etc. Donc, au niveau des chiffres d'activité, au niveau du marché, donc on a effectivement donc, sur une journée, bon ça c'est pas très important parce que là c'est très négatif, mais bon c'est sur une journée à l'autre. Donc quand il n'y a pas de drop, forcément il y a un impact négatif. Sur la semaine, là par contre, on est totalement en négatif. Vous voyez sur les chiffres, hein, moins 7% au niveau du chiffre d'affaires. On a juste un petit pump au niveau des wallets, mais ridicule. Les mints, pareil. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment une corrélation entre les drops et le chiffre d'affaires. Bon, c'est logique, hein, de toute façon. Et l'activité pour l'application VV. Et par contre, au niveau du mois, là, on a effectivement, donc on a une augmentation des mints, des drops, on a forcément une augmentation du chiffre d'affaires. Et par contre, on a une baisse de l'activité des wallets. Ça, c'est sympa à voir parce qu'on voit que déjà là, ils commencent à s'y mettre, ils commencent à parler marketing, à parler sponsor, etc. C'est que VV a pris conscience qu'il se passe quelque chose et qu'ils ont besoin du marketing pour se développer, pour en tout cas continuer à vivre sur leur application. Bon. Ensuite, et donc là où ça devient intéressant, c'est qu'on fait l'analyse maintenant des courbes, donc notamment par exemple sur les transactions, et là regardez, on voit que les transactions sont en baisse, clairement. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas de peau, on est tombé là, je vous montre les statistiques au jour même où il n'y a pas de, où ça tombe un peu à l'eau, mais en tout cas là on voit qu'il y a une baisse, hein, clairement sur les derniers jours de l'activité des transactions sur l'application VV. Pareil, on voit qu'il y a une baisse au niveau de la rareté. Hein. En fait, il y a eu moins de drops, je pense, cette semaine ou les semaines précédentes, et donc forcément, ça se ressent sur les statistiques. Ensuite, au niveau des achats de GEM, pareil, on voit que là, sur les derniers jours, donc on voit que depuis le 19 février, en fait, on a du mal à reprendre de l'activité, du souffle sur le chiffre d'affaires au final de VV. Donc ça en baisse. Moi, je vous le dis, c'est clairement en baisse. Du moins, ça stagne, mais plus vers le bas. Ensuite, et là, ça devient très intéressant au niveau de l'activité des wallets. Là, c'est pas bon du tout, parce qu'on voit que depuis, en fait, le 6 mars, bon, après, je chipote un peu, hein, sur quelques jours, mais quand même, on voit que sur les quelques jours là qu'on suivi, qu'on passait, on a une baisse de l'activité des wallets des clients sur l'application VV, et même à des niveaux hein, qui étaient, alors si je prends sur 90 jours, on voit qu'on est vraiment dans la fourchette basse, là, clairement. Donc ensuite, on voit qu'au niveau des... Et c'est là où c'est étonnant, c'est qu'on voit qu'au niveau du market cap, notamment de VV, donc on voit qu'on est plutôt aller en légère augmentation sur un mois. Allez, sur 90 jours, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est en augmentation également, on le voit par rapport à 90 jours. Mais là où c'est intéressant de voir, c'est le Omi. Donc lui, il est en train de remonter sur la fin là. Et effectivement, le Omi a pris de la valeur. Hein. Je pense que vous l'avez vu sur récemment. Il a quasiment atteint les 0,001, hein, il me semble. Et ça a été le cas très... Enfin, ça, avait, ça fait longtemps que ça n'avait pas été le cas en tout cas. Voilà, donc il a fait bouger 1,0 le Omi en termes de valeur. Bon. Donc on voit l'effet sur le market cap hein, à la fin ici. Ensuite, au niveau des détenteurs uniques, au niveau du wallet, on voit qu'il y a une augmentation effectivement sur la fin et on sent que là, on va voir maintenant l'effet du marketing. Parce que là, je dis ça, mais c'est vrai que faut attendre un petit peu quand même pour avoir du résultat au niveau des annonces marketing, etc. Mais on voit quand même qu'il se passe quelque chose et qu'on a une évolution hein, plutôt positive sur les holders. Et enfin, le marché secondaire, et c'est là où c'est le plus significatif, puisque c'est sur le marché secondaire que se passent réellement les achats-ventes sur l'application VV. Là, on voit par contre qu'on a atteint un record, mais vers le bas. Clairement, regardez, donc au 8 mars même, alors après, peut-être la journée n'est pas finie, enfin, c'est peut-être pas mis à jour récemment, etc., au niveau précis, mais quand même, moi je dis, c'est un signe, c'est que là, on a une baisse de l'attractivité de l'application VV par rapport au reste, voilà, par de la période, hein, sur 90 jours par exemple, et bien on a un record qui n'a jamais été atteint vers le bas sur 90 jours. Après, en tout, on va pas le voir, mais en tout, regardez, pareil, en tout, on a eu un creux, notamment en novembre 2023, on était à 27 000, et bien là, on n'est pas loin du record précédent absolu vers le bas.
Mais bon, donc on va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent, s'il y a un effet au niveau du marketing. Ça, je pense que ça va être vraiment très intéressant. C'est pour ça que je tiens à faire le point maintenant, parce qu'on va vraiment pouvoir faire maintenant peut-être le tournant, peut-être, hein, avec le marketing. Et on va voir s'il y a de l'effet ou pas. Ça va vraiment être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse pour voir en plus l'effet justement du marketing sur une société, n'importe laquelle. Parce que moi, en plus, je suis intéressé au niveau marketing là pour d'autres sujets, hein, mais c'est plutôt au niveau personnel. Donc, hein, j'en profite pour voir tout ça. Voilà les amis, donc ça c'est tout pour le projet. Bon après il y a pas de soucis à se faire non plus pour l'instant, hein, même si effectivement les chiffres sont un peu dans le rouge là, mais c'est pas ça qui va faire couler la société, je vous rassure pour le moment, ça c'est clair. Bon, allez, ce sera tout hein, du coup pour les projets aujourd'hui, je m'arrête là. Ensuite je vais passer aux actualités crypto, donc plus générales, et on va commencer avec des petits articles pour notamment avec un article de cryptost.fr. Donc, les crypto-monnaies liées à l'IA sont surévaluées, point d'interrogation. C'est l'avis d'un analyste de Coinbase. Donc, effectivement, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une explosion hein, nucléaire hein, en ce moment sur la valeur des crypto-monnaies liées à l'IA, et presque quelle qu'elle soit. Hein. On a le fait qui a vraiment explosé, on a aussi Ocean, Agix, donc Singularity, qui sont des cryptos qui ont vraiment en train de faire surperformer le marché de très loin. Et donc on peut se poser la question là-dessus, est-ce que c'est une bulle spéculative? En tout cas, c'est ce qu'a l'air de penser notamment l'analyste de Coinbase. Donc on va voir, hein. C'est là où c'est intéressant parce que on est en train quand même de basculer, et on le sait, on le voit avec l'essor de ChatGPT, sur une ère axée sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que je suis partagé, je suis très mitigé avec l'avis de cet analyste de Coinbase, parce que soit c'est une bulle spéculative, un peu comme celle des années 2000 avec Internet, mais en même temps, l'intelligence artificielle, bon, c'est-à-dire que la bulle des années 2000, c'est pas la même chose, c'est pas la même technologie vraiment que celle de l'intelligence artificielle, puisque Internet, c'est quand même cantonné à Internet. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas 36 000 Internet aujourd'hui, vous avez un seul Internet. Vous avez plusieurs technologies d'Internet. Mais l'Internet, nous, tel que nous le connaissons, vous n'en avez qu'un seul, en fait, quelque part. Alors que l'intelligence artificielle, c'est bien, bien plus global. Vous avez l'intelligence artificielle pour les voitures, vous avez le deep learning, vous avez l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à la programmation, en fait. Voilà, c'est ça l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc c'est bien, pour moi, c'est un secteur qui est bien plus vaste et peut-être même qui rapportera beaucoup, beaucoup plus d'argent que Internet, qui finalement devient aujourd'hui une technologie, un outil, mais pourra pas révolutionner autant de choses pour nous que l'intelligence artificielle. Imaginons rien que le fait, les robots par exemple, si demain on se trouve dans des films de science-fiction comme avec iRobot, mais derrière ce sera l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis mitigé sur le fait que comme le secteur est bien plus vaste, bien plus grand, et bien du coup le marché est bien plus ouvert avec plusieurs cryptos, mais également plusieurs sociétés, etc. Et donc tout le monde peut y jouer sa part du gâteau. Voilà. Contrairement à Internet des années 2000 où les gens ils vont pas utiliser 36 000 Internet, ils vont utiliser un Internet quelque part pour accéder à des informations. Bon, voilà. Après, je peux me tromper, bien évidemment. Hein. Je dis pas que j'ai vraiment pas la science infuse, mais c'est pour ça que je suis mitigé avec l'avis. Donc, soit effectivement la raison, c'est une bulle spéculative, ça va s'effondrer après le bull run, je pense, au niveau des prix. Soit, au contraire, ça va être on assiste à un nouveau narratif, tout simplement, et soit on saute dedans et c'est parti, soit on reste à quai et voilà. Enfin, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre, et je n'ai pas la réponse. Voilà, après j'ai mon avis personnel, mais après chacun son avis personnel, quoi. Bon, allez, je continue avec une autre information, cette fois de Coin Academy, donc ETH, la SEC repousse sa décision sur les ETF Ethereum Spot de BlackRock et Fidelity. Donc on voit que comme d'habitude, hein, la SEC aime bien se faire attendre, et donc on peut s'imaginer de toute façon que si les ETF Bitcoin Spot ont été validés, ce n'est qu'une question de temps avec les ETF Ethereum Spot soient validés. Ouais, donc c'est qu'une question de mois, hein, je pense, à mon avis.
avant que ces ETF-là soient validés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si Ethereum est validé au niveau de son ETF spot, hein, alors ce sera effectivement la porte ouverte. C'est là où ça devient intéressant, c'est un peu la boîte de Pandore, parce que s'ils valident la SEC pour l'Ethereum, ça veut dire qu'ils ouvrent la possibilité aux toutes les autres cryptos d'ouvrir leur marché à des ETF. Je parle notamment au XRP, hein, où vous avez Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, donc la société derrière XRP, qui avait effectivement mis le doigt sur des éventuels ETF sur le XRP. Voilà. Donc on va voir, on va déjà assister, très curieux de savoir comment ça va se passer, parce que derrière, ça peut vraiment ouvrir un marché phénoménal, hein, des ETF sur l'ensemble du marché crypto. Et là, bah là c'est fini, hein, clairement. Vous avez le S&P 500, là, il sera balayé en quelques mois. Hein, si c'est, enfin, je m'emballe un peu, hein, mais en gros l'idée là. Ensuite, là j'ai un article de cointribune.com, donc les cryptos IA franchissent le cap des 25 milliards de dollars. C'est ce que je vous disais. Donc c'est pour ça, soit c'est une bulle, soit c'est un nouveau narratif. Et pourquoi c'est vrai que c'est quand même, je penche plus pour le nouveau narratif, même si je garde l'idée, je vous le dis très clairement, je peux me tromper, clairement. C'est que aujourd'hui, la blockchain est un outil extrêmement puissant, indispensable désormais pour les données numériques, et que les données numériques, elles, le problème, c'est qu'elles sont falsifiables. Donc, vous pouvez avoir une blockchain qui est parfaite, ok, pour insérer des données, notamment, donc c'est-à-dire le data, mais si les données sont à l'origine corrompues, la blockchain ne saura pas faire la différence à ce niveau-là entre une donnée corrompue qui lui a été renseignée et une donnée non corrompue, fiable, qui lui a été renseignée. Et donc là, pour moi, il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut arriver à faire le tri entre les données, les data falsifiées et non falsifiées. C'est pour ça que je pense personnellement que, de toute façon, j'ai toujours dit ça fait 1 an, 2 ans que je l'ai dit, vous retrouvez mes vidéos, que pour moi, il y a plusieurs triangles technologiques liés à la blockchain. Vous avez le trilemme déjà des blockchains, c'est-à-dire les caractéristiques de décentralisation, sécurité et scalabilité, qui fait que ça freine pour l'instant les capacités techniques des blockchains, mais on est déjà en train de voir des blockchains qui sont en train de résoudre le problème. Et vous avez un autre triangle qui rassemble l'intelligence artificielle, la blockchain, les données numériques, c'est-à-dire le data, big data. Et ce triangle-là, lui, il s'auto-alimente, comme ça je le disais dans une vidéo. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle qui s'améliore de plus en plus, qui va devenir de plus en plus performante, on aura des meilleures données qui seront prises grâce à l'intelligence artificielle, un peu comme en Chine, hein, au final. En Chine, l'intelligence artificielle est tellement bien poussée que les Chinois, ils sortent de chez eux, il y a des caméras dans tous les sens, et c'est vrai qu'ils ont des données, les autorités, elles savent presque l'âge ou les activités de leur... pour le pire, hein, je dis bien parce que c'est une dictature et tout, mais voilà. Mais en tout cas, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Et donc, sans l'intelligence artificielle, si vous l'enlevez, la blockchain ne sera pas forcément évoluer aussi bien, en tout cas en lien avec les données numériques. Voilà. C'est pour ça que je pense personnellement que nous sommes plutôt dans un nouveau narratif, pour ces raisons-là, parce que l'intelligence artificielle est indispensable de toute façon, et de toute façon le train est lancé en fait, hein. Là, il n'y a rien qui va l'arrêter. Donc, bon, allez, je continue. C'est reparti, donc cette fois sur les actualités économiques, les amis. Hop, donc avec un article de latribune.com.fr plutôt. Donc l'Inde investit 1,2 milliard de dollars dans l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, donc là on avait l'actualité crypto, intelligence artificielle, ça explose pour les raisons que je vous ai citées en gros, hein. Et en plus, on a maintenant, au niveau économique, on voit qu'il y a des pays qui ont compris, comme l'Inde, pas comme l'Europe, hein, où nous, on est en train de brider l'intelligence artificielle. Bon, mais l'Inde investit 1,2 milliard. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il y a des personnes, hein, qui ont compris là-bas que le nouveau narratif, c'était l'intelligence artificielle et que donc il fallait investir un peu des sous là-dedans, même un peu beaucoup. Bon. Ensuite, actucrypto.info, donc BRICS, la nouvelle étape d'élargissement et de réduction de la dépendance au dollar est en cours. Donc effectivement, vous avez dû voir passer l'info forcément
c'est que les BRICS ont désormais annoncé qu'ils construisaient leur propre monnaie commune, hein, dans leur alliance économique avec la blockchain et une crypto-monnaie notamment, forcément. Donc là, ça y est, hein. Donc après, il y a plein de spéculations qui sont en cours. Est-ce qu'ils vont utiliser le Bitcoin? Est-ce qu'ils vont utiliser une autre crypto-monnaie? Est-ce qu'ils vont construire leur propre blockchain avec une nouvelle crypto-monnaie? Est-ce qu'ils vont backup cette crypto-monnaie-là avec de l'or? Parce qu'à un moment, il y avait aussi une interrogation avec de l'or au milieu. Bon, tout ça est encore à voir, hein, mais en tout cas, ils ont vraiment lancé leur projet, c'est sûr et certain, c'est qu'ils vont créer leur propre monnaie numérique euh, crypto liée à la blockchain. Donc là, on voit qu'effectivement, leur objectif, hein, c'est bien évidemment d'avoir leur propre écosystème euh, économique, mais surtout, en plus, on le voit, on imagine, d'affaiblir forcément au passage la dépendance du dollar et donc la puissance du dollar au niveau occidental. Bon. Donc c'est plutôt intéressant parce que nous sommes vraiment en train de basculer, hein, au niveau mondial. Et si je dis ça, c'est simplement parce que là j'ai un tweet très intéressant, vous allez voir, qui est le récapitulatif notamment donc du BAG, hein, au niveau monétaire des BRICS contre le G7. Et donc d'un côté où effectivement vous avez le G7, donc le poste c'est de visual capitaliste, comme on peut voir ici. Et donc, très intéressant parce que là, vous avez les États-Unis qui pèsent 26,9 trillions de dollars, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Canada, le Royaume-Uni, donc les G7. Et de l'autre côté, vous avez, eh bien, on va dire les oppositions, hein, par rapport aux BRICS. Et donc, vous avez en premier lieu la Chine, hein, qui pèse 19,4 trillions de dollars, qui est le principal concurrent qui fait peur aux États-Unis. C'est pas la Russie, hein, comme on pourrait le croire. Non, 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 c'est la Chine. Voilà. Et ensuite, vous avez l'Inde. Et donc l'Inde, on voit qu'ils sont encore bien loin, hein, par rapport à la Chine. Donc à 3,7 trillions de dollars, mais ils sont en phase expansionniste. Enfin, au niveau monétaire, hein, bien évidemment, au niveau économique. Je dis bien, je précise. Et après, vous avez le Brésil, la Russie et également les autres membres qui ont rejoint donc, en 2024 l'alliance des BRICS. Et donc on voit qu'au total, vous avez donc le G7 qui est encore à 45,9 trillions de dollars et les BRICS qui sont à 30,8 trillions de dollars au niveau du poids quelque part, hein, économique mondial. Donc on voit que les BRICS sont encore inférieurs au G7, hein, en termes de valeur, mais par contre ont une meilleure évolution. C'est-à-dire qu'ils vont plus vite, ils se développent beaucoup plus vite. D'ailleurs la Chine et l'Inde, on dit souvent que ce sont encore des pays en développement, mais pourtant, quand on voit ce qu'ils pèsent, bah, ça veut dire qu'ils ont encore quand même de la marge, hein, et qu'en plus ils vont aller très haut. Bon. Donc, on voit que là, le G7, un jour, se fera probablement dépasser par les BRICS, surtout si les BRICS, en plus, adoptent une monnaie, hein, commune, lâchent le dollar, et donc forcément, ça affaiblira le G7. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que nous sommes, je pense, à l'aube d'un changement mondial, hein, de gouvernance, peut-être mondial, sur des pôles, en fait, hein. Donc, on avait le pôle occidental qui dominait, et là, demain, on aura peut-être plutôt le pôle des BRICS qui dominera le monde. Bon, pourquoi pas. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, bon, voilà, on entre dans la sphère, allez, plutôt terre à terre du moment, c'est-à-dire que là, l'Occident, bah, en plus de vous faire dépasser par les BRICS, ils font face notamment peut-être à une nouvelle crise bancaire. On va peut-être faire rencontrer la crise bancaire numéro 2.0 par rapport à l'année dernière, puisque là, effectivement, vous avez la Maison Blanche qui a déclaré aux États-Unis que le système bancaire donc, était résilient et tout allait bien, etc. Sauf qu'au même moment, donc, vous avez le Bitcoin, lui, qui a dépassé les 70 000 dollars entre-temps, hein. L'or qui a atteint un nouvel ATH également à 2100 dollars. Et en même temps, vous avez donc mercredi, là, ce mercredi, la New York Bank Corp, donc NYCB, qui s'est craché sur les actions bancaires de 40%, rien que ça. Et encore une fois, par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire que là, c'est un nouveau moins de 40%. D'ailleurs, on le voit sur la courbe, mais il y avait eu un moins 20%, là, carrément un moins 40%. Donc ça s'arrange pas trop leur histoire, hein, visiblement. Et surtout, il faut savoir, je vous rappelle, donc là j'ai un autre tweet, hein, là c'était Radar, vous avez vu
termes de la source de radar. Là, j'ai un autre tweet de Santa Surfing. Donc, effectivement, ça rappelle bon, que l'or a atteint un nouveau record. Entre-temps, encore plus haut. Hein. Là, c'est 2100 $. Là, c'est 2160 $. Donc, ça monte encore. Hein. Vous voyez, c'est en cours. Mais surtout, très intéressant, le 11 mars 2024, c'est-à-dire dans quelques jours, dans 2 jours, vous avez la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, qui annonce que les banques ne seront plus couvertes, en fait, quelque part par les prêts, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus perfusées par le gouvernement américain ou par la Fed directement. Donc, ça veut dire que ça va être, eh bien, comme en 2023, c'est-à-dire que les banques vont repartir avec les mains devant, les mains derrière, et c'est elles qui devront se débrouiller face aux liquidités. Et oui, donc c'est pour ça qu'en 2023, on a eu en fait 5 banques ou 4 banques qui ont fait faillite, avant que le gouvernement s'y mêle et dise, bon, attendez, on va vous perfuser, on vous injecte de l'argent en trillions de dollars. Ensuite, on a eu une année tranquille, hein, c'est vrai, ils ont réussi à perfuser, à stabiliser le système. Vous avez la New York Bank Corp qui avait racheté la Signature Bank, finalement qui est en train de faire faillite, hein, à moins de 40%, bon, bah, ça veut tout dire, hein, c'est qu'ils ont de gros problèmes et que c'est pas des choses pas bon en tout cas. Et donc à partir du 11 mars, eh bien c'est fini, la Fed ne perfusera plus les banques régionales américaines. Donc, il faut s'attendre à des annonces à partir de mars, je pense, hein, sur des nouvelles faillites bancaires américaines. Encore une fois, je peux me tromper, je le dis, mais en tout cas, les signaux quand même sont plutôt dans le orange-rouge pour l'instant, voire au rouge cramoisi, hein, faut le dire. Et donc forcément, là, il faudra quels seront les impacts derrière si on a une nouvelle crise bancaire aux États-Unis qui ne pourra plus être perfusée, parce qu'on voit que là, la Réserve fédérale américaine, s'ils stoppent leur liquidité, c'est que, bon, c'est pas open bar à vie, hein. Donc, ils sont obligés à un moment de déperfuser le système, de laisser la crise continuer. Voilà. Donc, va falloir savoir, et donc surtout moi là où je serais curieux de savoir, c'est quel sera l'impact, donc si des nouvelles banques américaines coulent, sur le marché boursier global. Voilà. Donc c'est pour ça que là, chaud devant, on va falloir attacher la ceinture là en 2024, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises, et nous ne sommes qu'en mars, début mars. Voilà les amis, bon bah écoutez, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 66. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas pour rectifier des choses ou autre. N'hésitez pas à partager votre avis. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de faire une vidéo entre-temps sur le fait, notamment donc l'intelligence artificielle dans la crypto, pour expliquer, comme d'hab, hein, vous connaissez un peu la philosophie de la chaîne, vraiment comment marche tout ça, et même moi je suis curieux de savoir comment marche concrètement, là, précisément, cette crypto-monnaie-là. Bon, allez, prenez soin de vous, bon week-end, la bise, ciao.